Ah oui, c'est bien. Félicitations aux parents. C'est un poisson qui a plus de non, j'ai pu faire la manip qu'on a fait. Voilà. Porter tout ça. C'est le point d'abord. J'ai vu qu'ils avaient changé le code. Ils avaient ils ont plein de choses pour avec. Comment ils ont réussi à faire ah ouais. D'accord. Parce que j'ai téléphoné au voisin là. La petite voisin, moi je savais pas trop. Super. Ah ouais, ouais, c'est horrible. Ah ouais, super. Bonne nouvelle. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, mon Dieu. Oui, bien sûr. Ah ouais. Alors, c'est pas ça. Ah ouais. Oh. Ah ouais. Ah oui, oui. C'est ça. Alors, s'il vous plaît, prenez place, on va pouvoir commencer. Alors, on va faire d'abord l'appel. Paul Rodriguez. Présent. Vincent Coët. Présent. Yvette Toussaint. Pascal Renflet, voire Thiel. Nicole Pierry. Christophe Poirier. Présent. Cassandre Métayer. David Coléo. Marie-Laure Coupez. Présent. Claude Sarrazin. Pouvoir. Ursula Auger. Jean-Yves Blandin. Présent. René Carletto. Présent. Brigitte Jouen. Présent. Nathalie Dru. Présent. André Mathieu. Présent. Caroline Herbert. Présente. Emmanuel Gilles. Présent. Frédéric Levasseur. Présent. Anthony Gernot. Présent. Virginie Briquet. Présente. Jean-Claude Laurent. Présent. Noémie Herbeau. Présent. Mathieu Joly. Présent. Maxime Kennel. Sandra Rutten. Jean-Paul Le Wic. Présent. Et Julie Denis. Et votre pouvoir. Très bien, merci. Alors, on va désigner un secrétaire de séance, comme d'habitude. Formalité habituelle. Yvette ? Bon, merci. Alors, vous avez reçu la note de synthèse. Donc, première étape pour nous, on va adopter l'ordre du jour qui est proposé. Est-ce qu'il y a des remarques particulières par rapport à l'ordre du jour? Pas de vote contre, pas d'abstention, rien. D'accord, merci. Vous avez eu également dans votre dossier les deux PV, les deux procès-verbaux, pardon, du 20 février 2026 et du 10 avril 2026. Donc vous les avez reçus par messagerie et vous les avez eus dans votre dossier papier.
OK. Est-ce que vous avez des remarques particulières? Oui, oui, c'est bien. Oui, j'ai vu. C'est repris. Merci, Annelle, pour le travail. OK, pas de remarques particulières? Très bien. Merci. Alors, ensuite, les délégations du conseil municipal au maire. Donc, comme d'habitude, vous avez une liste de DIA qui vous sont proposées à la page 1 sur les renonciations à notre droit de préemption sur tout un ensemble de parcelles. Est-ce que vous avez des remarques particulières sur ce qui est proposé? Non? Très bien. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir passer au projet de délibération de ce conseil municipal. Alors, vous avez en délibération 1. Vous voyez, dans la délibération, il s'agit ici d'étudier une demande de subvention exceptionnelle pour accompagner donc la dernière réalisation d'un court-métrage de Sylvain Bresson. Donc, on reviendra sur la délibération ensuite, mais on a invité Sylvain Bresson pour nous présenter directement son projet et le court-métrage qui s'appelle Nictalopi. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Ah oui. Lancer, pas bien. De toute façon, il est... Ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ici pour vous présenter le projet Nictalopi suite à ma demande de subvention d'un montant de 1000 € pour la ville de Gare, afin de pouvoir finaliser de la meilleure des façons ce film très ambitieux et prometteur. Donc, ce film est réalisé par Mélanie Daniel. C'est une réalisatrice pour qui ce sera le premier film professionnel. Nictalopi est produit par la société Le Tir Morca en partenariat avec la société Kinemantis, jeune société parisienne avec qui nous collaborons pour la première fois. Nous bénéficions du soutien financier et logistique de Bretagne Cinéma. Comme vous savez, le Tir Morca est implanté à Bénin. Nous existons depuis 2012. Nous avons à ce jour réalisé plus de 150 films institutionnels, 3 documentaires de création et 9 fictions. Nous sommes dans une bonne dynamique parce que nous avons produit 5 fictions les 6 dernières années. Donc je vais vous résumer, je vais vous raconter un peu le pitch de ce film Nictalopi. Déjà, Nictalopi, est-ce que vous savez ce que c'est, la Nictalopie? En fait, la Nictalopie, c'est la capacité à voir dans le noir. En fait, les chats sont nyctalopes. Donc je vous résume très succinctement le sujet. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille nommée Lisa qui est recueillie par un jeune garçon qui dit la connaître après une agression nocturne. Dans l'appartement étrange de ce garçon, Lisa va recouvrir la mémoire par fragments et se confier à lui. Elle va lui parler de sa sœur jumelle qui est plongée dans un coma inexpliqué dans sa chambre, ce qui l'a poussée à des errances nocturnes. Nina va se rendre compte progressivement que cet appartement dans lequel elle se retrouve enfermée est possiblement un lieu de passage qui va la mener jusqu'à la propre chambre de sa sœur. Par l'intermédiaire de ce jeune homme de plus en plus étrange et irréel, elle va pouvoir communiquer avec sa sœur et peut-être la sauver. Mais finalement, qui des deux sœurs est le plus en danger? Ce n'est pas la comédie de l'année. Mais bon, voilà, c'est un film très technique, très esthétique. Et voilà, donc je vais vous succinctement vous dire les intentions de ce projet. Nictalopi s'inscrit dans une nouvelle génération de récits où le fantastique devient un outil d'exploration de l'intime. C'est un film très personnel, féministe. Il parle de la difficulté à appréhender la mort, de la manière dont les croyances et les mythes peuvent nous aider à la traverser, mais aussi la violence invisible qui traverse notre société, en particulier celle faite aux femmes. Donc, la particularité de ma demande, en fait, c'est que le tournage a déjà eu lieu. Le tournage de Nictalopi s'est déroulé du 17 au 20 mars 2026, quasiment exclusivement au manoir Saint-Gurval-la-Gare. Donc, je remercie encore Marie et Jean-Yves Blandin pour leur accueil incroyable au manoir. Je pense que ça a été une sacrée aventure.
Tu ne diras pas le contraire. Donc le film a été tourné presque entièrement là-bas. Nous avons tourné par ailleurs deux séquences appelées des séquences nocturnes, deux séquences. Parce que le cadre, il y avait un environnement qui nous plaisait particulièrement à ce moment-là. Le tournage a mobilisé une équipe de 21 techniciens professionnels, ainsi que 2 jeunes comédiens formés au Théâtre National de Bretagne, très très prometteurs, Amélie Gracias et Stéphane Delille. À cette occasion, nous avons organisé un casting au mois de décembre dernier. Nous avons reçu pas moins de 800 candidatures. Donc, ça a été pas évident à choisir, mais c'est vrai que les 2 personnes qu'on a retenues sont juste incroyables. Je pense que ce film peut être la révélation de 2 comédiens, et particulièrement Amélie, que vous voyez, qui est juste incroyable, qui est une actrice hallucinante. À noter la participation de Barthélemy Bourrel, qui joue un rôle particulièrement à contre-emploi. Nous avons tourné avec du matériel de pointe. La caméra que nous avons utilisée est une Arriflex Mini. Elle est utilisée sur de nombreux longs métrages. Nous avons bénéficié pour cela d'une aide en industrie de la société Sprayfilm, basée à Rennes, qui était très, très emballée par le projet. Aujourd'hui, le projet entre dans une phase décisive, la post-production. Celle-ci est particulièrement ambitieuse pour un court-métrage. Plusieurs séquences nécessitant des effets spéciaux numériques avancés, indispensables à la qualité finale du film et à son potentiel de diffusion. Nous avons fait une première version du montage et actuellement nous avons fait aussi une demande d'aide à la post-production en Ile-de-France à hauteur de 5 000 €. La réponse aura lieu en fin juillet. Et en fait, l'Île-de-France fait des aides spécifiques à la post-production et on peut y prétendre parce que la société avec qui je produis le film est parisienne. Et voilà, donc ça a des contraintes. Si jamais on a cette aide, on sera obligé de faire les effets après. Je ne sais pas si je commence. Ouais. Non, c'est plus. Donc voilà, donc, voici succinctement le budget du film. Donc il est à la hauteur de 57 500 €. Et donc voilà, donc c'est le détail synthétique en fait des dépenses. Donc la plupart des dépenses ont été effectuées en fait. Ce qui nous reste, c'est particulièrement donc la post-production numérique. Donc pour un court-métrage, c'est un budget important, mais pas plus que ça. La moyenne d'un budget pour un court-métrage est plutôt faible. À savoir que pour un long-métrage, on est plutôt dans l'ordre du million, voire 3 millions. La moyenne d'un financement d'un film français, c'est un long-métrage, c'est 3 millions d'euros. Donc, pour ce faire, nous avons donc établi un plan de financement. Donc, Bretagne Cinéma nous a accordé 31 000 € d'aide. Nous avons fait un financement participatif avec 3 articles qui a très bien marché. On a eu 10 000 €. Donc, ça a été un engouement et du coup, ça fait le buzz parce que le projet plaît beaucoup, notamment à la jeune génération. Donc, le petit remorqueur Equinemontis apporte 6 000 € d'apport. La ville de Guerre peut-être potentiellement 1 000 €. La région Île-de-France potentiellement 5 000 €. Et comme je vous disais, Sprayfilm nous a apporté une aide en industrie de 4 500 €. En conclusion, donc, déjà, je d'entrée de jeu remercier la mairie de Guerre qui nous a déjà aidé sur le tournage. Nous mettons la salle située à l'étage du gymnase pour les repas du soir. Et merci aussi parce que la mairie nous a déjà aidé sur un précédent film, un film qui s'appelle Le Syndrome de l'escalier, qui sera par ailleurs diffusé le 19 juin 2026 au cinéma Le 456 avec 2 autres productions du Carmanca. Et ce même film, Le Syndrome de l'escalier, sera diffusé sur les télévisions bretonnes en automne 2026 sur TVR, TVO, TV Sud. Et peut-être que Nyctalopie sera aussi diffusé en 2027 si à la faveur de ces télévisions. Nyctalopie devrait durer 25 minutes et donc devrait être achevé fin 2026. Et nous organiserons une avant-première au 456 en 2027. Grâce au soutien de Bretagne Cinéma, label de reconnu par la profession, le film dispose de fortes chances d'être sélectionné dans 30 festivals régionaux, Brest, Court-Métrange à Rennes, mais aussi à travers l'Hexagone, Clermont-Ferrand, l'étrange festival à Paris. Il sera également proposé aux chaînes nationales France Télévisions, Canal+, Arte et OCS. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie. Merci. Pour avoir éclairé sur la vision nocturne. Est-ce qu'il y a des questions ponctuelles? Il faut profiter de sa présence.
Non, tout est clair? Oui. Ce qui est bizarre, c'est que le film est terminé, le financement n'avait pas été bouclé, si je En fait, le film n'est pas terminé, le film a été tourné. En fait, le tournage, c'est la moitié du parcours. Il y a une première partie, c'est le tournage, c'est donc les prises de vue réelles. La deuxième partie, c'est la post-production. Et après, pourquoi on a sollicité seulement maintenant la vidéo de guerre, c'est que le film n'était pas forcément prévu d'être tourné à guerre au départ. Et en fait, c'est grâce à Jean-Yves qui nous a accueillis, qui nous a proposé son décor. En fait, de fil en aiguille, on a tourné quasiment exclusivement le film à guerre. Donc dans son manoir, sachant que c'est un peu, on peut dire que c'est carrément la triche parce que le scénario n'est pas écrit pour être situé dans un seul lieu. Mais son endroit est tellement fabuleux qu'on a pu faire regrouper plusieurs décors. Et voilà, donc le tournage, c'est la moitié du chemin. Et, on avait conscience complètement que le financement n'était pas complètement bouclé par rapport à ça, mais il fallait avancer. Et pour pouvoir prétendre à une aide à la post-production, il faut montrer un montage, donc il faut l'avoir tourné. Donc on n'avait pas d'autre alternative. Et le film, si jamais on n'avait pas cette aide, on arrivera à le finir, mais après on n'aura pas les effets qu'on souhaite, et donc ce sera un petit peu en deçà de ce qu'on espère. c'est pas exceptionnel, c'est quelque chose de courant. C'est court. Dans la profession. Pour avoir une aide à la post-production, il faut forcément tourner, on va dire c'est systématique. Pas d'autres questions? Non? Alors voilà pourquoi vous avez la délibération 1 qui est proposée ici. Donc, comme la société Le Petit Remorqueur, bon, Sylvain l'a précisé, mais contribue bien au dynamisme culturel local et la vision et la visibilité du territoire, on vous proposait dans la délibération d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € pour finaliser le court-métrage Nyctalopie. Voilà ce que je vous propose d'adopter dans cette délibération. Voilà, Sylvain Bresson a quitté bien sûr la salle le conseil. Et c'est ce qu'on vous propose en délibération. Alors on va le faire dans le sens. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Merci. Merci beaucoup. Alors, il est vrai que... Allez, on poursuit. Alors, il est vrai que dans le calendrier budgétaire habituel, les demandes de subventions sont plutôt étudiées dans le cadre de la commission finances avant l'adoption notamment du budget primitif 2026. Bon, on a eu cette subvention exceptionnelle qui est apparue. Et on a aussi, dans des circonstances particulières aussi, une subvention qui est demandée par le club de badminton de Guerre. Donc, je laisse Yvette Houssin évoquer cette demande. L'association badminton de Guerre, donc le DCPG, a connu en fin d'année vraiment un renouvellement total de la gouvernance. Il y a eu un changement complet. Et donc, on peut saluer d'ailleurs la volonté de cette nouvelle équipe dirigeante de poursuivre les actions de cette association et de s'investir pour leur mise en œuvre. Donc, on peut comprendre qu'il y a eu un petit peu un peu de flottement, parce que notamment dans tout ce qui était administratif. Une demande donc de subvention nous a été envoyée, mais hors délai, bien entendu, parce que il fallait que ça soit fait avant le 15 décembre et c'est arrivé en mars 2026. Donc, ils ont demandé une subvention exceptionnelle de 1 500 € pour les aider à faire plusieurs actions possibles. Et tout était hors délai. Donc, on a regardé un peu le dossier. Le dossier était complet, tout est bien ficelé. On se dit que compte tenu du contexte bien particulier, le dossier bien complet, l'intérêt qu'on a nous aussi au développement du sport donc sur Guerre et au niveau toutes les activités sportives et associatives, le conseil municipal pourrait proposer d'attribuer donc une subvention exceptionnelle, non pas de 1 500 €, mais de 500 € pour leur permettre de faire face pour compléter leur budget et le finaliser. Donc, voilà ce que l'on peut vous proposer si vous en êtes d'accord. Non pas les 1 500, parce que
ils n'étaient pas habitués, ils ne connaissaient pas non plus le système, ils n'ont pas demandé une demande de subvention normale. C'est vrai que si c'était la subvention que l'on fait actuellement, quand on fait nos calculs, on aurait été pratiquement à 500. Mais ils ont été directement sur une demande de subvention exceptionnelle. Donc là, on partirait en expliquant bien et en disant que c'est une fois, c'est pas. Il faut que les procédures que l'on met actuellement soient respectées les prochaines années, de leur octroyer pour cette année, bien exceptionnellement, vraiment à titre exceptionnel, des 500 € pour leur activité. Donc voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques éventuelles? Oui. Ouais. J'avais posé des questions, mais Oui. juste pour savoir comprendre le contexte du pourquoi c'était exceptionnel. On avait pu changer hier. Oui, on en a échangé, mais voilà. Et- Oui, voilà. C'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Il y a vraiment quelque chose de particulier qui fait que c'était compliqué pour eux. C'est déjà bien que ça a été repris. Et puis c'est vrai qu'au niveau administratif, quand il faut déjà s'occuper de la logistique, de tout ce qui est le sport, plus après derrière, ils n'avaient pas matériellement, ils étaient hors délai automatiquement. Avec Michael, on les avait rencontrés, donc il faut essayer de, quand on a des gens bénévoles et bienveillants, enfin qui veulent avancer, je pense qu'il est important de les aider. Alors on les aide peut-être pas à la hauteur qu'ils avaient demandé, mais bon, on donne déjà, je pense que par rapport au budget, par rapport à tout ce qu'ils ont, ça leur permettra de faire face. Oui, on les aide quand même à hauteur de ce qu'ils auraient dû avoir. Voilà. Une subvention Si, normale. si la La subvention, gouvernance ça avait. Mmh. été faite. Oui, oui. Ouais. OK. Donc voilà. D'autres remarques? Non? Ça va? Donc, je le mets aux voix. Donc, on part sur l'idée d'attribuer à titre exceptionnel donc, cette subvention qui devrait être du fonctionnement normalement. Mais comme on est largement hors délai, donc d'un montant de 500 € au Badminton Club Pays de Guerre pour l'année 2026. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? OK, donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci pour eux. Merci. Alors, on va arriver sur un petit aspect financier, l'adoption des comptes financiers uniques. Alors, je dis des comptes financiers uniques, puisque vous voyez apparaître 3 délibérations. Alors, ce que je vous propose, c'est que je sois amené à présenter d'abord les 3 délibérations avant de les présenter au vote. Mais dans l'organisation habituelle, auparavant, on avait l'adoption d'un compte de gestion. Au moment de l'adoption du compte de gestion, la tradition, c'est l'obligation, c'est que le maire quitte temporairement la séance au moment du vote. Et je laisserai la parole à ce moment-là à la première adjointe, Michael Piel. Donc, voilà, pour adopter directement ces comptes de gestion. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je puisse présenter les 3 plutôt que sortir 3 fois? Ça va? Oui. C'est bon? Ok. Merci beaucoup. Alors, vous avez sur document papier, mais aussi vous les avez sur les écrans. C'est visible, je pense que c'est plus visible sur papier. Donc, le compte financier unique, alors, c'est la première année qu'on présente ce compte financier unique. Donc, il remplace, c'est un document qui va remplacer directement ce qu'on avait auparavant, c'est-à-dire le compte administratif de 2025, qui était établi par la collectivité, et le compte de gestion 2025 qui était établi par le législateur, c'est-à-dire le Trésor public. Donc l'objectif, c'est d'assurer normalement une simplification des comptes, une parfaite lisibilité des informations financières, on y reviendra, et d'améliorer aussi la qualité des comptes, et surtout de simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur, c'est-à-dire nous, et le comptable, c'est-à-dire le Trésor public. Donc vous avez, alors ça tombe bien, hein, puisqu'on a mis alors, tout à l'heure, on a présenté le PV du 20 février. Le 20 février, donc à la fin du mandat précédent, on avait adopté notamment les budgets primitifs de 2026. Mais la particularité, lorsqu'on avait présenté ça, et vous avez les documents dans votre PV, c'est qu'à ce moment-là, on n'avait pas pris en compte les reports des résultats éventuellement excédentaires et déficitaires de l'année 2025. Donc là, dans le cadre de cette présentation-là, vous voyez apparaître des tableaux où vous avez par budget
les résultats budgétaires. Alors, si on veut le présenter très simplement, vous voyez, pour le budget ville, donc vous avez la section d'investissement et la section de fonctionnement. Donc, vous avez vu que, en regardant le PV, normalement, qu'on avait réalisé pas mal d'opérations d'investissement sur l'année, notamment 2025. Et vous voyez apparaître le montant des opérations d'exercice en investissement, 5 518 000 euros. En face, on a réussi à mobiliser 3 329 000 euros de recettes d'investissement. Donc, on ressort avec un bilan d'exercice déficitaire, normal, puisqu'on a plus investi que généré de recettes au niveau de l'investissement. Mais on l'a fait sciemment parce que sur la partie droite de vos tableaux, au niveau du fonctionnement, vous voyez qu'on a un excédent budgétaire important qui est reporté l'année précédente, 3 455 000 euros. Et lorsqu'on regarde le bilan d'exercice, on a un excédent qui apparaît d'1 147 000 euros. Et vous voyez qu'au final, pour faire face à ce déficit d'investissement, on mobilise une recette excédentaire en fonctionnement de 4 603 000 euros. Donc voilà pourquoi dans la ligne Toto, vous avez le résultat budgétaire global des deux sections qui est excédentaire de 2 424 658 euros 81. Alors j'y vais jusqu'au centime puisque comme là, dans cette délibération, ça veut dire qu'il y a eu un contrôle strict qui a été fait par les services comptables et financiers, notamment Nadia Chassereau, que je remercie ce soir pour ce travail, et qui a été fait en relation avec le législateur pour vérifier qu'on avait bien une parfaite concordance des différentes opérations et qu'on se retrouvait au centime près avec les mêmes données financières des deux côtés. Donc là, vous voyez que ce résultat excédentaire de 2 424 000 euros, je l'avais présenté dans la dernière commission finances et on a exactement le même montant que j'avais présenté pour l'année 2025. Particularité, vous voyez apparaître des RAR, des restes à réaliser. Donc ces restes à réaliser, vous les voyez apparaître au niveau de l'investissement. Ce sont des opérations d'investissement qui ont été engagées déjà, mais qui vont être dans les faits, qui vont consommer des crédits budgétaires sur l'année 2026. Donc dans le budget primitif de 2026 qu'on a été amené à présenter, on avait présenté à ce moment-là ces dépenses d'investissement d'1 453 000 euros et ces recettes d'investissement en reste à réaliser de 449 000 euros. Donc là, ce sont des subventions qui vont être prises en compte pour l'année 2026. Donc vous voyez au final que sur les 2 424 000 euros d'excédent qu'on avait constaté, on a déjà consommé pour 2026 1 3 688 euros. Ce qui veut dire que notre résultat budgétaire final, en prenant en compte les restes à réaliser, est de 1 420 969 euros 97. Donc ce résultat budgétaire va être utilisé peut-être pour une partie pour 2026. On le verra lors du prochain conseil municipal, puisqu'on a un conseil municipal le 3 juillet. Et le 3 juillet, on va être amené notamment à s'intéresser à l'affectation des résultats de l'année 2025. Il y a une procédure pour affecter le résultat au niveau de la couverture des déficits d'investissement éventuels et pour les reporter officiellement pour l'année 2026. Donc on fera ça dans le prochain conseil municipal et on adoptera aussi à ce moment-là un budget supplémentaire éventuellement à cette date pour prendre en compte de nouvelles opérations qui ont été engagées, notamment certaines qui sont vues aujourd'hui et qui n'étaient pas prévues dans le budget primitif qui avait été adopté le 20 février. Donc voilà les premières informations que nous avons sur ce budget ville. Alors, est-ce qu'il y a des remarques éventuellement? Alors, on rentrera plus dans le détail, vous verrez, mais on en a parlé en commission finances lors du prochain conseil municipal. Alors, dans la même démarche, vous avez à la page 4 la délibération numéro 4 qui concerne le budget annexe réseau de chauffe. Donc là aussi, même procédure. On a un compte financier unique qui est adopté pour la première fois, vous voyez bien, qui se substitue au compte administratif et au compte de gestion. Et là aussi, par rapport à ce qui avait été fait le 20 février, vous voyez apparaître les résultats reportés. Là, nous étions en excédent en investissement, en excédent en exploitation. Vous avez les bilans d'exercice qui sont excédentaires pour l'investissement, notamment, et qui sont déficitaires pour l'exploitation. Et au final, quand vous regardez pour le budget réseau de chauffe, le résultat budgétaire global, donc vous voyez que les deux sections sont en excédent.
et vous avez un excédent global de 166 219,60 €. Donc ça nous servira bien sûr pour étudier notamment le sort de la chaufferie bois et l'avenir du réseau de chauffe par la suite. Donc voilà la deuxième délibération financière. OK. Et enfin, la troisième délibération financière. Le dernier budget annexe qui existait déjà depuis l'année 2025, puisque vous savez, en regardant le PV, le procès verbal du 20 février, qu'on a mis en place un nouveau budget annexe, qui est le lotissement communal de la Doue, qui n'existait pas en 2025. C'est pour ça que vous ne le voyez pas apparaître dans cette délibération, puisqu'il a été créé en 2026. Et là, pour l'assainissement, même procédure. Si vous regardez la ligne totaux, vous voyez que l'investissement apparaît en excédent. On a un excédent budgétaire de 104 285,68 €. L'exploitation apparaît aussi en excédent de 115 895,21 €. Et vous voyez qu'on dispose d'un résultat global excédentaire de 220 180,89 €. Mais là aussi, comme pour le budget ville, on a des restes à réaliser qui ont été reportés sur le budget primitif 2026. Donc, vous voyez qu'au niveau des restes réalisés, ça s'équilibre pratiquement, parce qu'en dépenses d'investissement, en restes réalisés, vous avez 111 090,48 € et en recettes d'investissement, vous avez 106 770,50 €. Vous voyez qu'au final, ça diminue en prenant en compte ces restes réalisés, ça diminue le résultat budgétaire global un petit peu. On était à 220 000 et là, on apparaîtra à 215 860,91 €. Donc voilà. Là, c'est simplement, vous avez simplement les résultats constatés au titre de l'année 2025. On reviendra encore une fois dans le prochain conseil municipal pour les impacts sur les budgets 2026. OK? Pas de remarques particulières? Donc, je laisse la parole à la première adjointe. Au revoir, à bientôt. Donc, je vais mettre en voie le compte financier unique pour le budget ville. Donc, qui est pour? Ok, il n'y a pas d'abstention, de vote contre. Merci. Je passe au deuxième compte financier unique qui concerne le réseau de chauffe. Donc, même chose. Donc, qui est pour? Pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Et pour terminer, le compte financier unique du budget assainissement. Même chose. Qui est pour? Pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Voilà. C'est bon. Je vous remercie pour la confiance qui est accordée à l'équipe municipale du mandat précédent, puisque là, on a ici l'adoption des résultats budgétaires de l'année 2025 sur le budget principal et les deux budgets annexes. Alors, je vous propose de poursuivre sur des points ressources humaines. Donc, je laisse la parole à Mickaël Piel. Alors, la première délibération concernant les RH, donc, concerne la modification du tableau des effectifs. Comme vous le savez, chaque modification du tableau des effectifs, même si c'est à la marge, on doit le passer en délibération. Donc, pour ce qui concerne la délibération de ce soir, donc, ça concerne le pôle sport et affaires sociales qui sollicite la création d'un 0,5 ETP temps plein administratif et 0,72 ETP technique afin de répondre aux besoins du service et d'en assurer le bon fonctionnement. Alors, la création d'un poste administratif à hauteur de 0,5 est demandée afin de rétablir un équilibre entre les effectifs opérationnels et les moyens administratifs. Cette insuffisance engendre en effet une surcharge de travail pour l'encadrement, le recours à des heures supplémentaires non régulées, ainsi qu'une mobilisation inadaptée des éducateurs sportifs sur des tâches administratives, faisant peser un risque de fragilisation du service public. D'autre part, la création de 0,72 ETP technique est sollicitée pour répondre aux nouveaux besoins liés à l'entretien de la salle Marie-Amélie Le Fur, à hauteur de 0,34 ETP, au remplacement
remplacement des missions effectuées jusque-là par un élu de manière spontanée, qui cependant palliait un réel besoin, donc à hauteur de 0,17 ETP, tout en permettant une recentralisation des missions de la responsable adjointe des affaires scolaires sur des fonctions d'encadrement à 0,21. Donc ces 0,72 ETP sont répartis sur plusieurs postes. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a des besoins sur le temps dit, les éducateurs sportifs sont aussi mobilisés, quoi. Donc, c'est important de pouvoir augmenter certaines quantités de travail pour des agents qui interviennent le matin ou le soir et qui pourront intervenir le midi. D'accord ? Donc, ces créations de postes apparaissent indispensables pour une structuration efficiente du service, au respect des obligations réglementaires et à l'encadrement de 4 agents supplémentaires qui, à compter du 1er septembre 2026, seront transférés des services techniques vers les affaires scolaires, dans un objectif de regroupement des missions d'entretien des locaux au sein d'un même service. En gros, donc aujourd'hui, les agents d'entretien sont répartis au niveau de la direction des sports et au niveau des services techniques. Il y en a 4 au niveau des services techniques. Afin d'optimiser le service logistique et entretien des locaux, donc il a été proposé de regrouper l'ensemble des agents vers le pôle affaires scolaires. Voilà, donc tout ça, ça a été vu en CST, les agents ont été rencontrés, etc. Donc, voilà. Donc, il est proposé d'acter la création de 0,5 ETP dans le cadre d'emploi des assistants adjoints administratifs, d'acter la création de 0,72 ETP dans le cadre d'emploi des adjoints techniques. Je le rappelle, ces temps de ces ETP-là sont répartis sur plusieurs postes. De permettre pour les ETP listés ci-dessus la possibilité de recourir lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'ait pu être recruté, voilà. D'inscrire au budget les sommes nécessaires, d'autoriser l'autorité territoriale à signer tout acte y afférent et de charger l'autorité territoriale à veiller à la bonne exécution de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non? Donc oui. Je me permets de poser des questions qu'on pourrait ne pas poser en mode nouveau. Là, du coup, on acte une création de poste, donc ça veut dire un budget, donc il s'implémente sur le budget 2026, qui a été voté en 2025. Non, c'est au début de l'année 2026. Au début de 2026. Ouais. Est-ce que ça, c'est des lignes qui avaient déjà été... Non, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure l'adoption d'un budget spécial 2026 lors du prochain conseil municipal pour intégrer ces dépenses, notamment ces dépenses qui sont vues dans ces dépenses. D'accord, donc ça, c'est ce qui rectifie le primitif, par exemple, Voilà. dans la synthèse qu'on votera le mois prochain. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça fait le tour. Merci. D'autres questions? Donc, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et merci beaucoup. Alors, toujours une délibération RH. Donc, le complément indemnitaire annuel qu'on appelle le CIA. Nickel. Alors, donc, avant de vous présenter cette délibération, je tiens à vous dire qu'il y a eu un gros travail quand même qui a été effectué, un gros travail d'analyse. Donc, je tiens à remercier Mildred, la responsable RH, qui, avant de proposer au groupe de travail, a vraiment fait ce temps de recherche auprès notamment de l'étude qui a été menée par les CDG bretons sur le complément indiciaire annuel, parce qu'on est parti évidemment d'une base, d'accord, et des comparaisons aussi avec des collectivités à peu près équivalentes. Voilà pour la partie. Donc, alors, un petit rappel, le régime indemnitaire qu'on appelle le RICEP dans la fonction publique territoriale, donc c'est le régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Il est composé de deux choses. Donc, l'IFCE, qui concerne l'indemnité de fonction, sujétion et expertise. D'accord? Donc là,
L'IFCE est vraiment lié à la fiche de poste. Et le CIA. Le CIA, il constitue un levier de reconnaissance de l'engagement professionnel et de la manière de servir. C'est le seul dispositif qui permet une reconnaissance individuelle, différenciée et objectivée. À ce jour, la ville de Guerre a déjà mis en place le CIA, simplement il est de 150 € annuels. Le CIA, c'est vraiment annuel. Voilà. Donc par agent et pour tout groupe de fonctions constaté. On constate que même si le montant est considéré faible, les 150 € sont attribués à tout le monde. En fait. Évidemment, en fonction de la quantité de travail. Et donc, ainsi, l'évaluation professionnelle différenciée propre au CIA n'est pas forcément respectée. Donc, une valorisation du montant coordonné à une mise en œuvre responsabilisée contribuerait à reconnaître l'investissement annuel des agents tout en donnant des axes d'amélioration afin d'encourager l'agent à progresser. Les agents et les encadrants devront s'attendre à ne plus percevoir 100% des CIA. Parce qu'il y a toujours des choses à améliorer, voilà. Et puis, il y a toujours une marge de progression. Donc, les encadrants seront tenus de fixer des objectifs clairs, réalistes et en adéquation avec les fonctions exercées, en précisant les conditions et indicateurs de réussite. Puis d'en évaluer l'atteinte avec rigueur et impartialité, afin que le CIA reflète fidèlement la valeur professionnelle de chaque agent, sans dérive vers des pratiques d'attribution uniformes ou de convenance. Donc le CIA, le versement du CIA est vraiment soumis à l'évaluation professionnelle. Il y a une grille très détaillée, on peut peut-être la présenter, que ce soit un peu plus. Ah voilà. Donc, parce que comme elle n'apparaît pas là. Voilà. Donc, vous avez le modèle de la fiche d'entretien professionnel. Donc il sera utilisé par tous les encadrants, voilà, et concernera tous les agents. Donc, ça permet de mieux comprendre, d'accord ? Voilà, et donc, on les fait marquant de l'année, le rappel des objectifs. Donc, l'appréciation de la valeur professionnelle, l'efficacité dans l'emploi. Donc là, vous avez quand même un certain nombre de critères. Et il y a des items, très satisfaisant, à consolider en apprentissage, à renforcer, insuffisant, très insuffisant, non conservé. Et évidemment, lorsqu'il y a des écarts, il y a des, par exemple, très insuffisants, donc l'encadrant sera amené à objectiver, à justifier. Enfin, voilà, pourquoi c'était très insuffisant. Parce que pour l'agent, c'est important aussi de le connaître. Pourquoi moi c'est très insuffisant pour vous, qu'est-ce qui a manqué, quoi, d'accord, de façon à ce que l'année après, ils puissent atteindre les objectifs et accéder à des critères beaucoup plus satisfaisants, etc. Voilà, je vais poursuivre. Donc les compétences professionnelles et techniques, voilà, c'est évalué. Les qualités relationnelles. La capacité d'encadrement. Donc voilà la grille. C'est vraiment une grille qui a été pensée, réfléchie, vraiment travaillée. Mais c'est vrai que vous avez passé du temps quand même sur cette fiche. Et derrière, il y a un outil qui permet de mettre en place les critères et qui donneront le montant du CIA. D'accord ? C'est vraiment très objectivé. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors, par rapport à cette fiche d'évaluation, est-ce qu'il y a des choses, des questions ? Oui. Oui. Est-ce que les encadrants sont formés à l'utilisation de ce site? Par qui sont-ils eux-mêmes évalués? Et est-ce qu'il y a une espèce de garde-fou, de regard ou recours pour les agents qui ne sont pas d'accord? Oui. Alors, donc les encadrants sont alors formés, sont informés, donc il y a des réunions de travail, etc. Il y a des CODIR où cette fiche d'évaluation est proposée. Il doit y avoir aussi des formations, des informations migraines avant la prochaine campagne de soutien professionnel. Voilà.
l'encadrement est plus encadré. Alors, il y a déjà eu une réunion plénière avec toutes les personnes qui encadrent dans la collectivité pour la mise en place de cette fiche d'évaluation, parce qu'elle a un petit peu changé par rapport effectivement à l'année précédente, pour qu'ils puissent commencer à s'approprier ce document-là. Mais il va falloir continuer à le faire, effectivement. Voilà. Et donc oui, par rapport à l'agent qui serait en désaccord avec l'évaluation de son N+1, évidemment, enfin je veux dire, il y a le directeur général qui est là, il y a des discussions possibles. Voilà. Un agent peut demander à son supérieur de revoir une évaluation Oui. avec laquelle il n'est pas d'accord. Oui. Donc dans ces cas-là, un deuxième entretien peut avoir lieu. Et s'il est d'accord, l'encadrant, il peut modifier sa première évaluation ou rester sur sa première évaluation de départ, tout dépend. Mais effectivement, il y a cette possibilité-là. Et vous avez une troisième question, je crois. C'est qui évalue les Alors les encadrants, le DG, hein, les directeurs de pôle, c'est le directeur général, Voilà. et le directeur général est évalué par monsieur le maire. Une question. Actuellement, le taux on peut atteindre 100%, mais le taux actuel moyen, il est de combien de pourcents sur la grille d'évaluation finale? Alors, Sur l'ancienne grille. ouais, alors donc aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, on était à 150 euros. Mais comme j'ai pas fini la présentation, donc en fait, voilà. Donc voilà, votre question, elle est très intéressante et vous allez, je pense, avoir la réponse dans la poursuite. Donc, alors, voilà. Donc, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions d'attribution de des primes et indemnités. Donc, le maire propose à l'Assemblée de modifier les montants maximaux du CIA. Donc, les montants, vous les trouvez dans le tableau derrière. De prévoir 4 années pour atteindre progressivement les montants cibles. Hein. Donc, en fait, les montants qui sont au recto de cette feuille donc sont à atteindre d'ici 2028. D'accord? Voilà. Et donc d'acter le mode de calcul selon les pourcentages et les coefficients à partir des critères objectifs et de l'atteindre ou non des objectifs évalués lors de l'entretien professionnel annuel. Voilà. Donc en fait, on se donne un petit peu de temps pour mettre en place ce CIA. Hein, le montant cible devra être atteint en 2028. D'accord? Voilà. Donc la première année, on est sur 30%. Voilà. Donc alors, on a fait un petit calcul là, pour 2025, enfin le CIA 2025 pour 2026, c'est plus 17 000 euros donc, au niveau du budget. En 2026, donc, on est à. Je cherche. Oui, 26 000, mais je cherchais le pourcentage. 50%. Oui, 50%. Ouais. 50%. Donc, on arrive à plus 26 000. Et donc, en 2027, ce sera plus 39 000 pour la collectivité hein, sur le budget. Alors, ces chiffres-là, vous les avez pas. Hein. Et en 2028, donc, si tout le monde atteint les montants cibles au niveau du budget, ça fera plus 50 000 en complément indiciaire. Hein. Alors, c'est quand elle donne les montants, le plus 16, le plus 20, ainsi de suite, c'est par rapport à l'année actuelle. Oui. C'est pas chaque année, plus 50, plus 30 et tout Oui, ça. oui, voilà. Ouais. C'est pour ça qu'il faut le préciser. Quoi. Donc, à la fin, on finira plus 52 par rapport au budget actuel. Si c'est le maximum. Si c'est le maximum, bien sûr. Ouais. Donc voilà, on échelonne sur 4 années. Hein. Donc la première année, donc 30%, deuxième année, 50%, la troisième année, 100% pour 2028. Ça, c'est un agent qui n'était pas d'accord, qui a dépassé. Il voulait avoir les 100% de la première année. Donc l'objectif du CIA, je tiens à préciser quand même,
n'est pas de mieux considérer certains agents par rapport à d'autres, hein, c'est vraiment pas ça, mais c'est vraiment de tenir compte hein, des différences de responsabilité, de l'engagement professionnel. On est vraiment là-dessus, quoi, hein. Et puis il y a vraiment des critères objectifs hein, pour mener à bien la mise en place de ce CIA. Une question. Donc pour le CIA, donc, le budget 2026, la campagne d'évaluation est finie déjà. La campagne 2026, bah non, elle va. Non, Ils sont évalués quand les agents? à partir du mois de septembre, hein, c'est ça? Non, c'est 2025. Le CIA 2025 verset en 2026, c'est ça? Oui, non, mais ça c'est passé, ouais. Ça s'est passé. Oui, Parce que là, il y a le 2025. C'est pour le budget de cette année. oui. C'est une approche budgétaire. On paye une année en retard, c'est Il y a un décalage. un décalage automatiquement. 2025 va être pris sur 2026. Je suis évaluée en 2026 sur mes compétences dans ce que j'ai fait en 2025. Non, non. L'évaluation, l'évaluation de 2025, le CIA 2025, on va dire, donc il est versé en 2026. C'est année échue, d'accord? Voilà. Et donc pour 2025, donc on est sur 30% du CIA. Donc là, on met ça en place pour le Ouais. CIA. Voilà, on propose de mettre ça en place si l'Assemblée, voilà, si l'Assemblée est d'accord. Moi, j'ai juste une question. C'est juste comme ça, parce que jusqu'à 2028, on atteint 100% de son CIA. Mais après 2028, par exemple, si je suis chef d'équipe et j'ai un plan CIA à 700 € en 2028, donc j'ai fait mes paliers, qu'est-ce qui se passe pour moi en 2028? C'est le montant cible. C'est le montant cible. Ok, c'est-à-dire qu'il travaille encore pour aller, je ne vois pas. Non, c'est vraiment les montants cibles. Ça ne change pas. C'est là qu'on met 4, c'est pour ça qu'on met 4 ans. Et tu peux avoir en sachant que tu peux avoir. On s'écoute, s'il vous plaît. Et effectivement, d'une année sur l'autre, parce que là, cette année, j'ai bien travaillé, donc j'ai un bon CIA, j'ai 30%, je peux pas dire. L'année suivante, j'ai un petit peu moins travaillé. Je peux avoir moins. Alors, quand tu dis un petit peu moins travailler, tu parles de quantité de travail? Non, bien. Oui, voilà, c'est ça. Les objectifs n'ont pas été atteints. Oui. C'est bien. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Mon collègue, vous ne voyez pas. Vous êtes mis en lumière. Alors, est-ce qu'il y a des... Et un dernier point quand même, parce que le CIA, c'est aussi un moyen de fidéliser les agents, parce qu'on sait que dans la fonction publique, c'est parfois difficile hein, de recruter des agents et qui préfèrent aller plus dans le privé sur certains métiers. Donc, c'est un moyen de reconnaissance et de valorisation et de fidéliser aussi les personnes. C'est un système qui est propre à guerre ou c'est uniforme Non, au niveau de toutes les communes? Non, sur toutes les collectivités, la fonction publique État également. Sur les mêmes montants? Ouais. Non, les montants, c'est selon la D'une commune à l'autre, le Ouais. CIA peut être différent. Ouais, Oui. ou ne pas exister. Hein, et de Ah oui, carrément. Oui. Non, mais allez-y. Vas-y. Par rapport aux coefficients, est-ce que c'est quelque chose qui est commun ou c'est une délibération interne? Parce qu'il y a des coefficients attribués selon les compétences, par rapport à la grille d'évaluation, oui. C'est un travail qui a été mené avec la responsable RH, le groupe de travail, et puis ça a été vu en CST, avec les représentants du personnel. Donc, ça a été vu en CST, travaillé, et ça a été validé aussi par le CST. Les montants également, hein, tout ça, ça a été vraiment travaillé avec les représentants du personnel. D'accord hein, qui ont validé. Ok. Vincent? Non, simplement une remarque. Donc, moi, je soutiens pleinement
la délibération, le projet de délibération, parce qu'on redonne le sens, justement, le vrai sens au CIA, c'est ça que je retiens, mais avec des éléments objectifs et qualitatifs, et pas que sur le quantitatif. Quantitatif, ça serait dire bah, je suis absent ou je suis présent, les arrêts que je peux avoir dans l'année. On n'est plus dans cette démarche-là, on est vraiment, même si ça va sûrement monter hein, partiellement, mais dans une logique qualitative par rapport aux critères de performance. C'est ça que je trouve extrêmement intéressant, cette démarche, qui aussi les avis de différenciation des différents agents. C'est important. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc je le mets aux voix, qui est alors tel qu'il a été présenté, le CIA, avec toute la grille, la répartition. Voilà, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Anthony? Marie-Laure? Ok. Donc tout le monde, sinon, par une, deux abstentions, tout le monde est pour. Ok. Très bien. Merci. On passe à la délibération numéro 8, le dispositif argent de poche 2026. Alors, vous connaissez sûrement, c'est passé dans le magazine municipal. Hein, donc là, c'est un dispositif qui existe depuis un certain temps quand même à la ville de guerre. Et donc là, en fait, cette délibération, c'est pour dire, modifier l'âge. En fait. On souhaite vous proposer aux jeunes de 14 à 17 ans de pouvoir se positionner sur le dispositif argent de poche. Voilà, donc je vous rappelle, l'objectif c'est de trouver un petit boulot à un âge des propositions sont rares, de découvrir le métier de la vie de guerre, de découvrir le travail en équipe, de s'impliquer dans l'amélioration de leur cadre de vie, de valoriser leur image aux yeux des adultes, d'éveiller les intérêts pour la fonction publique territoriale. Donc voilà. Je peux dire, la mission, c'est 3 heures, elle est rémunérée 15 euros. Alors souvent, on pose la question, pourquoi 15 euros, pourquoi pas, enfin voilà. Donc ça, en fait, on va dire que c'est un dispositif qui est organisé localement. Donc à Guerre, c'est 15 euros, mais dans un certain nombre de communes, c'est aussi 15 euros. Voilà, donc on s'est appuyé sur ce qui existait déjà. Et donc, il n'y a pas de règlement spécifique. Le règlement, il est interne à travers ce qu'on vote en délibération en conseil municipal. Quoi. Voilà, sur les critères. Donc, il est proposé donc, de renouveler ce dispositif dans les conditions suivantes. Donc, sur signature d'un contrat pour la participation à des travaux simples, d'ordre technique ou administratif pour le compte de la ville de guerre, de limiter aux résidents de la ville de guerre. Et pour les interventions des jeunes candidats, ça de 3h30 par jour sur une demi-journée, incluant 30 minutes de pause, dans la limite de 5 demi-journées par jeune au maximum. Donc, pourquoi 5 demi-journées? Parce qu'en fait, c'est pour aussi permettre à plus de jeunes de candidater, tout simplement. Voilà, donc la rémunération fixée à 15 euros pour chaque créneau. Puis l'encadrement est assuré par les agents de la ville de guerre. Donc, monsieur le maire, propose au conseil municipal de renouveler le dispositif. Une question? Ah oui, pardon. C'était d'avoir un bilan de cette opération sur le nombre d'heures qui étaient réalisées actuellement. Alors, oui, allez-y. Combien de jeunes le nombre d'heures et le nombre de jeunes qui en sont bénéficiaires. Le retour des personnes qui encadrent ces jeunes-là, pour savoir quel est le bilan qui retire, s'ils veulent certains, quel est le jugement et s'il y a un critère de sélection à faire. Et la rémunération, c'était une question de savoir s'il fallait pas l'augmenter. C'est passé à 75% de la valeur du SMIC. Actuellement, il change au 1er juin. Et ça fait 75% du SMIC, ça fait 7,32 € net. Ça ne demande pas beaucoup de cas, un peu plus, mais c'est pas beaucoup. Et la question était de savoir pourquoi limiter à guerre, sachant qu'on a des travailleurs extérieurs à la commune, peuvent être intéressés aussi dans leur mode de guerre de l'été et d'avoir ce dispositif. Sachant que ça peut aussi être l'inverse, des gens de guerre peuvent aller sur les communes extérieures, ce dispositif extérieur.
Et est-ce qu'il y a un intérêt à limiter si le système n'est pas à saturation? Voire plutôt à l'inverse, si jamais on arrive à saturation du système dans l'encadrement des jeunes, on peut dire on limite. Et on limite s'il y a des volontaires, pourquoi leur proposer plus que 5 demi-journées? Et j'ai une dernière question qui m'est venue en même temps, c'est est-ce que l'argent versé va sur un compte dont le propriétaire du compte est bien l'enfant et pas les parents? C'est compliqué, hein. C'est versé en espèces. C'est versé en espèces. C'est pas un bulletin de salaire Non, comme les ça- agents de la ville. Non, non, c'est via une régie de la ville. On leur verse les espèces qu'ils ont gagnées. C'est vraiment Il y a l'argent ce de poche, quoi. dispositif. Ouais. Oui, non, mais Oui. oui. Pour que ce soit vraiment pour eux. Non, mais c'est pas. Alors, pour répondre, pour faire le petit bilan, donc par exemple en 2025, il y a eu 35 missions qui ont concerné 8 jeunes. Pardon. Donc ça équivaut à un budget de 525 euros. Et pour 2026, il y a le budget maximum, il est 2000 euros. Donc 1000 euros, ouais, le budget, ouais. Ouais. Voilà, donc il y avait cette question, voilà. Donc la rémunération est-ce qu'elle peut être plus élevée? Oui, maintenant on est vraiment, alors c'est vraiment un dispositif argent de poche. Ce n'est pas un contrat de travail, il n'y a pas de motivation, voilà. Donc l'augmentation accueillir plus de jeunes, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait de l'autre côté des missions à proposer et puis surtout des agents qui soient disponibles pour encadrer les jeunes. Parce que vous avez bien compris que on est sur des petites missions. Donc ça peut être de l'archivage, ça peut être pour des espaces verts, ça peut être quand il y a guerre en fait, par exemple, distribuer des flyers, évidemment avec l'encadrement d'un agent. Voilà. On ne peut pas donner n'importe quoi aux agents, ce sont des mineurs, il faut vraiment les encadrer. D'accord? Et donc le retour des jeunes, plutôt favorable, tout ça plutôt sympa, quoi. Enfin, voilà. Donc ça les occupe. Ils découvrent, ils sont assez surpris même des métiers qui peuvent exister dans la fonction publique. Ils n'ont pas cette image-là, quoi. Enfin, voilà. En ce qui concerne les agents qui encadrent, même chose. Après, c'est aussi lié, il y a des jeunes qui sont plus volontaires, plus motivés, etc. Donc là, c'est aussi lié aux jeunes qui sont accueillis, mais globalement, c'est plutôt satisfaisant, voire très satisfaisant. D'accord, hein. Est-ce qu'on a répondu à toutes ces questions? Sur la saturation. Alors, comme je vous l'ai dit, non, on n'est pas forcément en saturation, c'est pas ça. Mais quelque part, il faut bien accueillir, il faut pouvoir confier des missions. Et il faut que les agents soient disponibles pour. Voilà. On va pas se dire on va accueillir, admettons, une trentaine d'enfants si on n'est pas en capacité de bien répondre au dispositif. Par exemple, là, vous avez reçu 8 jeunes pour chacun 5 missions. Il n'y a pas d'autres jeunes qui se présentent et il reste des missions. Est-ce qu'un jeune comme Henri pourrait faire 7 missions? Les 5 plafonnés. Ouais, oui, on pourrait, mais c'est aussi lié, je veux dire, à l'agent qui accueille, quoi. Vous voyez, il faut avoir des missions à confier. Par exemple, si on prend guerre en fait, donc le jeune va être sollicité pour distribuer, mettre des flyers sur les voitures, l'interdiction de stationner de telle date à telle date. Donc c'est une mission qui est vraiment très ponctuelle. Oui, j'entends bien. Ouais. Si tout concorde. Parce que là, on budgète 1000 euros, donc on peut aussi. Maximum. Donc, on va dire qu'il y aurait des missions jusqu'à hauteur de ce budget-là. Et aussi, s'il y a encore de la place, c'est plus d'ouvrir en fait. Si un jeune a envie d'en faire un peu plus et que tout concorde pour que ce soit possible, est-ce que ce serait OK? Ce serait OK s'il y a des missions à confier. Voilà. Voilà. Et en ce qui concerne la question pour l'ouverture à des jeunes en dehors de guerre, non, Chaque commune peut mettre en place le même dispositif. Ça existe déjà. Dans les communes où on est prudent, ça existe.
Bien, d'autres remarques? Non? Alors je le mets aux voix. Qui est contre la mise en place de ce dispositif? Qui s'abstient? Ok, merci beaucoup. Dernière délibération ressources humaines ce soir. La création d'un CST commun entre la Bulle-de-Guerre et CCAS. CCAS. Donc, alors, ce CST existe, ce comité social territorial existe déjà. Hein, il est commun avec le CCAS et la Bulle-de-Guerre. Donc là, il va y avoir les élections professionnelles en décembre 2026. Donc là, il faut qu'on délibère pour cette création du CST commun. Quoi. Voilà. Donc pour la ville, donc, ça concerne 72 agents et pour le CCAS, 5 agents. Donc, il est proposé de créer un conseil social territorial commun compétent pour les agents de la collectivité et du CCAS, de fixer le CST en mairie, de fixer le nombre de représentants du personnel titulaire au CST à 4, de fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaire au CST à 4, et d'autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Donc la même chose, hein, avant de vous présenter cette délibération, il y a une réunion avec les agents, avec les représentants des syndicats, voilà, j'étais présente à ce moment. Donc on a réexpliqué tout ça. Donc la question s'est posée, est-ce qu'on met 3 représentants du personnel, 3 titulaires, 3 suppléants? Donc, il y a eu des discussions, puis finalement, on reste à 4. Et donc, ce qui a été acté, c'est la possibilité pour les suppléants de pouvoir participer au CST en même temps que les titulaires. Bon, ils n'ont pas le voix délibérative, mais bon, ils pourront être présents au CST. Des questions pour ça? Non? Des remarques ou pas? Ok, donc je le mets aux voix. Qui est contre cette création d'un CST commun? Qui s'abstient? Ok. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'urbanisme, délibération numéro 10. Donc Vincent. Et donc ça concerne un avis à émettre concernant une enquête publique de déversement complémentaire par rapport au système d'assainissement. Donc c'est l'entreprise Antoine Ouest. Donc en fait ils ont une augmentation d'activité, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc c'est une société qui est sur le parc de Valcory. Ils ont actuellement, dans le cadre de leurs obligations réglementaires, c'est de faire des lavages de citernes intérieur et extérieur. Ils ont aujourd'hui une piste de lavage et ils souhaitent faire une deuxième piste de lavage. L'intérêt du projet, globalement, c'est qu'ils souhaitent faire des pistes ouvertes pour pouvoir travailler non pas avec de l'eau issue de l'eau potable, mais avec de l'eau issue de l'eau pluviale, avec les récupérations d'eau de toiture. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais ça va générer aussi, puisqu'à partir du moment où on couvre, on va générer ce qu'on appelle, cette eau pluviale va devenir une eau dite industrielle, et on va générer des rejets supplémentaires vers la station d'épuration. C'est plutôt aussi une bonne chose, plutôt que ça parte. Je ne sais. Donc c'est une demande d'avis. Alors évidemment, l'avis, il y a le commissaire enquêteur qui donnera son avis, et après, évidemment, ça passera dans les proches codines préfectorales. Pour nous, en tant que collectivité, c'est intéressant parce qu'on va récupérer aussi des recettes. Mais vous savez très bien qu'il faut qu'on puisse financer les travaux sur la part communale, les travaux globaux sur la collectivité en termes d'assainissement, de renouvellement de réseau. Exemple de Saint-Cyr. Donc c'est plutôt favorable sur cet aspect-là. J'ai regardé le dossier, parce que j'aime bien. Et donc, ça m'amuse, mais bon. L'augmentation de la convention de rejet, en voir tous les cas, je suis plutôt favorable par rapport aux éléments qu'on m'a donnés, notamment sur le volet environnemental. Là où peut-être qu'il faudrait, sur une proposition, hein, monsieur le maire, si l'Assemblée en est d'accord, mettre peut-être une petite réserve, c'est qu'ils puissent vérifier, parce qu'à partir du moment où ils vont générer du rejet, il faut qu'on puisse vérifier, parce que nous aussi, on a parfois sur la station des pointes de rejet, enfin, des pointes de
gestion d'eau pluviale, par exemple, on est en train d'améliorer au fur et à mesure. Mais il faut qu'on puisse quand même, dans le cadre de l'enquête publique, donc aussi le CPE, qu'on puisse un peu corréler tout ça. Donc, à mon avis, ça serait quand même qu'il y ait, alors c'est pas à nous de le faire, évidemment, on n'est pas les porteurs de projet, mais que ça soit bien vérifié en corrélation avec les gestions de pointe hydrauliques, de charge hydraulique. Il y aura un pré-traitement sur là-bas, sur le projet, pour tout ce qui est charge organique. Là, le sujet, c'est pas une charge organique, le sujet, c'est la charge hydraulique. Et donc, du coup, qu'il y ait bien une corrélation entre la situation hydraulique de la station et le projet. Voilà ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions particulières. Oui, le mail. Oui. Si j'ai bien compris, c'est Eric Père depuis Oui. L'usage de leur actif. Oui. Ils rejettent sur le réseau de musée collectif. Oui, c'est ça. Après avoir utilisé, du coup, via leur station de lavage. Du coup, l'idée, c'est d'avoir chez eux un compteur de vérification pour savoir quelle est la quantité de eau utilisée. Ah oui. Ah, il y a déjà une première station existante aujourd'hui. On a déjà une convention de rejet avec eux. Donc, évidemment, les volumes journaliers, on va être sur un rejet journalier de moyen autour des 50 mètres cubes jour. Là, sur ce projet-là. Là, on avait une convention aujourd'hui à 20 mètres cubes jour. Alors, évidemment, il y a des pointes aussi. En général, quand on fait ce type de convention, on intègre les points. La convention va monter à 100 mètres cubes jour parce qu'il y a peut-être des jours où ils auront un peu plus d'activité et le lendemain, il n'y aura pas de lavage. Il y a le moyen et il y a la pointe. Ouais, c'est un peu technique. Mais c'est bien ça c'est bien l'enjeu, c'est bien la convention de rejet assainissement. Au musée. Ils ont la capacité d'autonomie de récupération de l'eau de pluie par rapport à ça. Dans leur projet, c'est ce qui est identifié. Donc, ils auront très peu d'impact, mais là, on ne nous demande pas ça. On nous demande la convention d'avis sur la convention de rejet au niveau de l'assainissement collectif. Mais si effectivement ils arrivent à optimiser leur récupération des eaux pluviales, des eaux pluviales, ça va venir atténuer leur consommation d'eau potable. C'est un autre sujet. Oui, c'est ça que tu voulais me dire. Ils consomment de l'eau potable, quand même. Peu, d'après ce qu'ils ont mis. Peu. Après, voilà. Et après, c'est au service de l'État de. C'est au service de l'État de vérifier tous ces aspects-là. Ouais, une autre question, c'est quel est l'intérêt de diminuer la charge organique de l'eau alors qu'une station d'épuration doit plutôt fonctionner avec un taux de matière organique propre et pas en eau diluée, surtout s'il y a déjà beaucoup d'eau parasite qui arrive dans le véhicule. Quel est l'intérêt en fait de les collecter alors qu'ils nous décharger en eau? Quels sont les résidus de pollution qui restent et quel est l'intérêt d'envoyer cette eau dans le système de production collective si c'est tout chargé en matière organique? Je n'ai pas dit que c'était tout chargé en matière organique. Il en reste. Oui, il en reste quand même. Il y a forcément de la DCO et de la DBO5. Des matières en suspension. Liées au lavage, pas des citernes. On reste quand même sur des eaux relativement diluées. Hein. Oui, et après, il peut y avoir d'autres éléments qui vont. On sait ce que c'est. Hein. On est quand même sur des transports citernes. Donc, il peut y avoir aussi des éléments chimiques qui se dégradent, chimie organique. Il peut y avoir ça aussi dans ce type de. Ça existe déjà en fait. Hein. On est vraiment dans une logique d'extension. C'est pas une. Ça. Pour la régulation des flux, ils peuvent avoir un bassin tampon qui régule à 30 mètres cubes vers la sortie. Oui, il pourrait. Oui. Mais à réguler un bassin. Nous, on a nous-mêmes un bassin tampon sur le site. Et puis en termes de consommation foncière, je ne sais pas si c'est forcément ça. Ok. D'autres questions? Remarques? Au final, la seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a la capacité d'absorber les 30 mètres cubes supplémentaires? C'est tout, c'est ça en fait. Est-ce que la station a la capacité d'avaler les 30 mètres cubes supplémentaires? Aujourd'hui, la station a la capacité. On n'a jamais eu de non-conformité sur la station. On a en charge organique, on est à 50% de la charge organique de la station. En charge hydraulique, effectivement, on peut avoir des dépassements, mais on n'a jamais de charge hydraulique. Il n'y a pas
forcément de charges polluantes avec. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, mais du moment Donc, la capacité de- on n'a pas de non-conformité sur la station. Non, mais c'est juste la capacité d'absorber le surcoût, c'est tout. Le reste, Voilà, on a la capacité de le faire. techniquement, on est en capacité de le faire. Puis ça va nous générer des recettes C'est pour ça. pour aller lutter contre les eaux parasites. Donc oui, on a la capacité de le faire. Merci de C'était juste, je voulais juste pour ça. Mais je veux quand même, enfin moi c'est mon point de vue, qu'on puisse vérifier par rapport aux gestions des points. C'est ça le point de vue après. Les verts souhaitent qu'on mette une réserve là. Une dernière question. S'il y a des recettes, quel est le tarif? Alors c'est un tarif qu'on vote chaque année. Alors c'est pas que pour eux. Hein. On a un tarif concernant les usagers domestiques et les usagers industriels. On a trois conventions de rejet industriel. Et on est à soit. Il y a une part fixe qui est relativement faible, un abonnement. On a une part variable et pour l'année 2026, on est à 0,715 euros par mètre. 71 centimes,5. En rejet. Hein? Sur le rejet. Oui, la convention de rejet. Mais c'est valable pour l'ensemble des. Oui, mais non, je ne sais pas ce qu'ils consomment. Hein? Je ne sais pas ce qu'ils consomment. Non, en rejet. Oui, en rejet. Vous mesurez ce qu'ils consomment pour connaître leur rejet. Il n'y a pas de compteur en. Ça va être de l'eau pure. Oui, non, On ne va pas mesurer, on va pas mettre des compteurs dans le sol. je suis d'accord, on va mettre un compteur sur leur compte, simplement. Ouais, mais non, c'est nous. Et puis on n'est pas, on est la ville. La compétence de la ville, c'est l'assainissement. On n'a pas de compétence au potable. C'est haut du Morbihan. Pas d'autres questions? Donc, je vais le mettre aux voix. Donc, qui est d'accord pour émettre un avis favorable sur ce projet d'extension de la station de lavage soumis à enquête publique, sous réserve des conclusions de la dite enquête publique. Voilà, et puis la corrélation avec les questions de froid. Voilà. Qui est favorable? Du coup, moi, j'ai juste une question. La réserve du coup, de Vincent, elle est dans la private. Oui, Ah oui, je viens de le dire. Ouais, en rajoutant la réserve. Oui, oui. Ah, moi, c'est pas à moi de proposer, c'est au maire de proposer. Réserve. Oui, oui. Ok. Je peux rajouter la réserve. Bon, d'accord. Bon, ok. Merci beaucoup. Alors, on passe à la délibération 11, donc la mise en place de la commission communale des impôts directs, on appelle souvent la CCID. Donc, cette commission elle doit être mise en place au début du mandat et donc pour une durée de 6 ans. Donc, c'est comme les élus municipaux, hein, c'est le même principe. Donc, elle se réunit une fois par an et elle a pour rôle majeur donc d'émettre un avis sur toute modification d'évaluation, notamment des valeurs locatives, suite de tous les locaux d'habitation du territoire qui vont être proposés à chaque fois à la suite de demandes de travaux ou même de demandes de rectification des habitants du territoire. Les services fiscaux proposent comme ça une classification des catégories fiscales que vous découvrez, vous, souvent, vous avez peut-être vu hein, sur le site, si vous êtes propriétaire de votre maison, si vous avez un bien ailleurs. Vous avez à chaque fois, en regardant sur le site impôts.gouv.fr, le descriptif de vos biens immobiliers avec la catégorie fiscale à laquelle vous appartenez, pour ce bien du moins, et la surface qui est indiquée. Alors souvent, on a des habitants qui regardent de près ces éléments-là, qui peuvent faire une demande. Alors souvent, s'ils s'aperçoivent qu'il y a trop de mètres carrés qui ont été déclarés, donc il faut une demande de révision auprès des services fiscaux. Et après, du coup, les services fiscaux prennent en compte éventuellement cette demande de rectification et cela passe pour une validation par la commission communale des impôts directs. Alors, vous voyez, normalement, vous avez une règle stricte hein, sur cette commission. Elle est composée en tout de 9 membres. Donc, il y a le maire ou son représentant, il y a 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. Mais malgré tout, vous voyez, bon, les conditions que doivent réunir chaque commissaire. Alors, quand on vous dit posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission, on est amené, bien sûr, au début de la commission, notamment pour les nouveaux commissaires, à faire une petite formation pour expliquer un petit peu le fonctionnement, la règle du jeu. Et le principe de ce travail, c'est vraiment de respecter une équité fiscale sur le territoire. Donc, quand on évalue une maison ou un appartement, les commissaires regardent un petit peu
les biens comparables qu'on a sur le territoire pour savoir si la classification correspond bien à ce que l'on voit sur d'autres maisons de ce type. Alors, particularité pour par rapport à la demande des services fiscaux, ils nous demandent de fournir une liste de 32 personnes. Voilà, c'est pour ça que vous avez 32 noms qui vous sont proposés. Donc, c'est un long travail hein, à chaque fois à réaliser. Et les 32 noms qui sont là, bon, on a essayé, alors on vous donne un ordre là pour juste dire qu'on a 32 noms, mais ce sont les services fiscaux eux-mêmes qui vont choisir sur ces 32 noms les 8 titulaires et les 8 suppléants. Donc, ils ne sont pas obligés de respecter ce que l'on leur propose. On peut très bien les inciter à essayer de prendre les 16 premiers, et ils peuvent très bien choisir dans les 16 suivants. Voilà. Donc, c'est particulier à chaque fois. C'est pour ça que c'est un long travail, puisqu'il faut trouver 32 personnes susceptibles de participer à cette commission. Alors, c'est le même travail qui est à réaliser pour la communauté commune, parce qu'on a aussi une commission intercommunale des impôts directs qui doit être constituée au niveau de l'Oust-à-Brocéliande communauté. Nous, il s'agit pour nous de valider les 32 noms que vous avez ici. Il n'y a pas d'ordre précis, hein, donc voilà, ce sont encore une fois les services fiscaux qui choisiront par la suite. Voilà, je vous propose, sauf si vous avez des remarques particulières par rapport à ces 32 noms, oui. Tout le monde n'est pas élu parmi les 32. Non, justement, il faut un panachage entre des habitants non élus et des élus éventuellement, qui pourront souvent, qu'on peut proposer nous souvent en suppléant. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a un membre titulaire, par exemple, que les services fiscaux vont choisir, bon, ils vont regarder, hein, ils vont prendre peut-être un non-élu, mais si le non-élu n'est pas disponible le jour où on va se réunir, ben, on peut faire appel à un suppléant pour le remplacer pour qu'on ait un quorum. Pas d'autres remarques par rapport à ça? Donc, je vous propose de valider les 32 noms qu'on va proposer aux services fiscaux. Donc, il est pour. Merci beaucoup. Alors, délibération suivante. Alors, une délibération qui concerne la commission de finances de ce mandat. Donc, lors de la délibération du 10 avril 2026, on avait créé cette commission et on avait dit dans le règlement intérieur du conseil municipal qu'on partait sur l'idée qu'il devait y avoir 16 membres maximum par commission. Et entre-temps, on a eu une demande de Brigitte Jouan qui voulait rejoindre cette commission de finances. Donc, la délibération consiste simplement à accepter son intégration dans la commission en reprenant les noms de toute façon qui apparaissaient dans la délibération du 10 avril. C'est juste une régularisation à ce titre en rajoutant un nom dans cette commission. Pas d'objection particulière, c'est une régularisation, c'est tout. Non, ça va? Alors, qui est pour cette modification? Pas de vote contre, pas d'abstention. Très bien, merci. Délibération 13. Alors, les services de la préfecture de Morbihan nous ont sollicité pour désigner un élu référent sécurité routière au sein du conseil municipal. Donc, cet élu référent, commission d'assurer la coordination de la sécurité routière de la préfecture et de participer au développement d'actions de prévention et de sensibilisation sur le territoire. Donc, il nous est demandé également de désigner un suppléant pour assurer la continuité de la mission. Donc, on vous propose deux noms. Donc, Jean-Yves Blandin, qui est déjà adjoint à la sécurité, comme élu référent sécurité routière. Et on vous propose également René Carletto en qualité de suppléant. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? D'autres candidats éventuellement? Non? Donc, qui est favorable à cette désignation? Ouais. Donc, tout le monde est favorable, sauf deux abstentions, Jean-Yves et René. D'accord. Très bien. Merci. Alors, délibération 14.
Alors, une délibération où il nous faut désigner, et c'est plutôt urgent hein, par rapport à cette délibération-là, des élus municipaux, je dis bien, qui peuvent être aussi communautaires, hein, c'est pas interdit, mais des élus municipaux qui vont siéger dans les 9 commissions de l'OBC. Je dis bien 9, puisqu'il y a la 10e là, qui apparaît, ce sont les représentants, la commission intercommunale des impôts directs. Donc il y aura 9 commissions qui vont se réunir régulièrement, tout au long de l'année, tout au long du mandat, et la commission intercommunale qui va se réunir aussi une fois par an, comme la commission communale des impôts directs. Donc là, il est important pour nous de faire passer cette délibération ce soir et d'avoir les deux noms. C'est pour ça qu'on a commencé à préparer le terrain pour proposer des noms, puisque les premières commissions de l'OBC vont siéger à partir de lundi. Il y en a déjà 2 lundi soir. Donc pour nous, il sera important rapidement de communiquer les noms des membres des commissions pour qu'ils reçoivent des services de l'OBC les convocations correspondantes et qu'ils reçoivent les documents de travail relatifs aux différentes commissions. Donc là, les premières commissions, il y en a 2 lundi. On pourra transférer s'il y a un autre nom qui apparaît directement. Les noms, ils ont été envoyés directement à l'accueil de la mairie, ces documents de travail. Ils seront transférés aux différents membres des commissions qu'on va être amenés à désigner ce soir. Alors, je précise que les élus communautaires peuvent eux-mêmes siéger dans une des commissions OBC, même s'ils ne sont pas désignés dans le cadre de la délibération de ce soir. Donc là, ce sont vraiment les élus municipaux qui peuvent très bien avoir une qualité d'élus communautaires également. Alors, commission aménagement du territoire, avec une vice-présidence de Vincent Coé. Donc là, nous, on proposait en délégué titulaire Pascal Renimel, délégué suppléant Michael Piel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, s'il y a d'autres propositions, d'autres noms éventuellement. Ok, je vous propose de donner les noms et on adoptera la délibération à la fin. Et j'en profite, oui, vas-y. C'est le 8 juin. 8 juin. Lundi 8 juin, 18h au siège communautaire. Oui, c'est vrai. Toutes les commissions commenceront à l'OBC à 18h. Et le lundi, ouais, le lundi de préférence. Ouais. Alors, commission finance, commande publique. Alors, on proposait en délégué titulaire moi-même et délégué suppléant Brigitte Jouin. Vous faites une remarque hein, s'il y a un souci. En commission service aux familles, on proposait délégué titulaire Yvette Toussaint, déléguée suppléante Noémie Herbeau. Ces 2 commissions, c'est le 1er juin, lundi. Ouais. Dans 2 salles différentes. Hein, oui. Ah bah plutôt qu'on pourrait faire covoiturage. Oui, oui. Ah oui, il y a 9 commissions. On va terminer en même temps. Oui, oui, c'est ça. Commission cycle de l'eau GEMAPI. Donc, vous avez le nom de la vice-présidence, assurée par Christelle Marcy. Délégué titulaire, on proposait Cassandre Métayer, délégué suppléant Jean-Claude Roy. 22 juin, tu peux le faire à chaque fois. Si tu veux. C'est pas obligé, hein. Ouais, si tu veux. 22 juin. Commission économique. Ah, une question, oui. Quelle est la procédure si vous me rajoutez une commission? Pardon? Si je veux me rajouter à une commission. C'est possible. Mais peut-être pas en délégué. Ça peut être le cas en élu communautaire. Oui, mais ça peut être évoqué quelle était la méthode. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va le faire? Non, ça va être au sein de l'OBC. Au titre communautaire ou au titre communal? Communautaire. Ah non, mais ça, c'est avec la communauté. Oui, comité commune, ça sera fait. Ça, dont la présidente. Oui, tu es libre de ton choix dans l'une des 9. D'accord. Mais seulement une commission. Une seule. Voilà. Oui, Ouais, donc, c'est pour ça. l'instant, ils n'ont pas été. On les a pas eu. En fait. D'accord. Excuse-moi, il y a eu un. Non, Les commissions, oui, mais les membres de la commission. Elles ont été communes. oui, mais on n'a pas eu de demande de candidature. Ah non. Non, non, pour l'instant, non. Ah oui, bah du coup, il faut faire acte auprès de la présidente. D'accord. C'est pas. Et pas ici. Cycle de l'eau, GEMAPI. Laquelle serait choisie? Celle-ci. Oui, d'accord. Très bien. Oh, oui, il n'y a pas de souci. Ça marche. Commission économie. La date? Ah ouais, attends, le 29. Le 29 juin. Ouais.
Délégué titulaire, Michael Piel. Délégué suppléant, Pascal Renimel. Donc, on a à chaque fois un titulaire différent. Hein. 29 juin. Commission culture, tourisme. La date? La date, ok. Le 8 juin, mais ça sera au musée de la Résistance. Donc là, on proposait délégué titulaire David Coléo, délégué suppléant René Carletto. Voilà, pas de souci. Commission sociale, accès aux droits, santé. 22 juin. Délégué titulaire Nicole Péry, par rapport au fait qu'elle soit adjointe aux affaires sociales. Hein. Et déléguée suppléante qui vient en conseiller délégué au social aussi, Marie-Laure Poupès. C'est bon? Commission environnement, PCAET, déchets. La date? 15 juin. 15 juin. Délégué titulaire Christophe Poirier. Délégué suppléant Claude Sarrazin. OK. Commission patrimoine, voirie, espace vert. C'est le 8 juin aussi, au siège. D'accord. La deuxième salle. Même à vous, ça va avancer. Délégué titulaire, on proposait Anthony Gernot. Délégué suppléant, Emmanuel Gilles. Pas de remarque particulière. D'autres candidatures éventuelles? Non? C'est pour vraiment qu'on donne les infos le plus vite possible au service OBC. C'est surtout ça aussi. Pour information complémentaire, c'est bien une seule personne qui va. Oui. En priorité, si vous va remplacer par quelqu'un, vous n'allez pas. Y compris à la première séance. Y compris à la première séance. Un titulaire ou le suppléant. Et puis, du coup, peut-être une petite remarque, si tu en es d'accord. Parce que j'avais réfléchi à ce que tu me disais. Aussi bien dans le cadre communautaire, mais peut-être que dans le PV, là, on peut le mettre. En tant qu'élu communautaire, la solliciter. Ça fixera le truc au cas où. Ouais, ça va être ça pris, permet de pour sécuriser. le PV. Je n'ai pas noté la date, c'est le 22 juin. Toi, c'était 22 juin. Près de l'eau, 22. Oui, 22. Salagora. OK. Et enfin, bon, la dernière, bon, là, on n'a pas de date, hein, c'est Commission intercommunale des impôts directs, la CIID. Donc là, on proposait 2 délégués titulaires. On avait été relancé en ce sens par les services OBC, notamment. Donc, Christophe Poirier et Yves Toussaint. Donc là, c'est 2 délégués titulaires. Hein. Ce n'est pas un titulaire et un suppléant. Est-ce qu'il y a des remarques éventuelles? Sinon, je vais soumettre au voix. Oui. Comme dans la précédente mandature, je trouve dommage que, au moins pour la première réunion, 2 personnes ne soient pas réunies, puisqu'il va y avoir présentation des missions de la commission, etc. C'est un peu dommage, il n'y a qu'un seul qui entend. Alors, il y a le problème, de la capacité des salles, c'est ce qui nous a été répondu. Parce que notre commission. La visio, alors, visio, oui. La visio est possible, c'est un peu dommage. La vision. On aurait pu aller à 2, il n'y a qu'un seul qui vote. On aurait pu Alors, aller Vincent, à je sais 2, pas. Les commissions. il n'y a qu'un seul qui vote. Oui, Il n'y a pas de place dans la salle. Je poserai la question à demain, mais si je pose la question. Oui, ça passe bien. Ouais. En visio, moi. Je vais remonter votre demande. Oui, Très bien. La première, d'accord. Physiquement, ça sera compliqué. Ah oui, là, oui. Pas les capacités. Bah, il y a des salles assez grandes. OK. Mais la vidéo, c'est pas déconné. C'est bon? Alors, je vous propose d'adopter cette délibération et de communiquer les noms rapidement au service de l'OBC pour le bon fonctionnement des commissions de l'OBC.
Alors, qui est favorable? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Alors, les points à l'ordre du jour de ce conseil municipal sont terminés. Donc, est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui. Et à savoir, il manquait la mention outil communautaire sur les différentes présentations des documents publics, le site internet et le livret qu'on a reçu. D'accord. Sur le site internet, c'est corrigé déjà depuis hier. Voilà. C'est plus facile que ce papier. C'est plus facile. Oui, là, ça va plus vite. Et ce qu'on propose, c'est de faire un rectificatif dans le prochain magazine pour l'oubli, parce que c'est un oubli, tout simplement, on est désolé, pour rectifier effectivement et bien dire que vous êtes aussi conseiller communautaire, comme les autres conseillers municipaux de guerre qui sont également conseillers communautaires. Très bien. Et deux questions qui concernent les financements. On a pu lire dans la presse, notamment par rapport à la réparation du cadre de la chapelle de Prague. Il y a 10 000 € qui lancent le budget. Savoir comment ça va être financé, quelles étaient les projections. Et aussi, dans l'article qu'il y avait eu là, apparemment, c'était les travaux vis-à-vis de l'église de Saint-Raoul. Là, on parle de près de 2 millions de travaux. On n'a pas parlé dans les finances, en commission finance, de projection de ces différents travaux. Les questions soulevées ça. Il y a aussi la chapelle de Saint-Nicolas, qui aussi nécessite quelques milliers d'euros. D'accord. Ok. Nicole, si tu veux intervenir pour le tableau, parce que tu as suivi plutôt ce dossier. Oui, alors pour cette œuvre Parle plus fort. cette œuvre de la chapelle de Prado, le coût total est à 14 884,60. Mais ça représente la décompte du tableau. Une première facture, 6 385,20. Un devis pour 2026, 5 780,40. Ça représente également la fabrication d'un cadre, la repose du cadre, à 2 324 €, et la stabilisation d'une petite statue à 90 €. Coût total, 14 884,60. En face, forcément, le financement. Deux sources de financement. La Fondation du patrimoine, à ce jour, elle a récolté 5 957 €, mais retient 6% de ce montant, qui représente d'ailleurs 91% de l'objectif fixé à 6 500 €, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut compter sur 5 599,58 € de la Fondation du patrimoine, sachant que ça continue l'opération jusqu'au mois de septembre. Espérer atteindre 6 500 €, on va quand même obtenir que 6 110 € au final. Et puis forcément, le complément est à la charge de la commune de guerre à hauteur de 9 285,02 €. On a déjà engagé, payé 4 975,20 €. Le reste à payer, semence nominale, 4 309,82 €. Alors pourquoi cette restauration? D'abord parce que c'est une œuvre de propriété de la commune qui fait partie du patrimoine remarquable de guerre. C'est une œuvre aussi emblématique et indissociable de la chapelle de Prado, qui elle-même a été restaurée au moins pour le clos et le couvert. C'est un engagement qui dure plusieurs années. Le premier devis date de février 2025. La réflexion date de 2023-2024. C'est un engagement aussi auprès des habitants de guerre, de l'association des Amis de Notre-Dame de Prado, de la Fondation du patrimoine, qui est facilitatrice de cette opération, et puis de l'ensemble des donateurs, dont l'association pour une grosse partie, mais pas que. Dans le but, il y a quand même 26 donateurs. Donc, pas de paiement, pas de subvention, et donc c'est la raison pour laquelle la ville de guerre a continué de s'engager dans la restauration de cette œuvre. Très bien. Merci Nicole. Est-ce que ça va pour la réponse des... Oui,
c'est bien de soutenir le patrimoine physique, mais forcément le patrimoine immatériel qui est notre environnement propre, pour lequel on prévoit rarement un budget. Donc, est-ce que la vision long terme, vous pouvez envisager pour 1 euro versé sur un patrimoine bâti ou culturel, d'avoir 1 euro sur le patrimoine naturel? Wow. Combien de mandataires pour avoir Alors, c'est vrai que c'est une réflexion sur laquelle on n'a pas travaillé hein, pour l'instant, on n'était pas dans cette logique-là. Là, on pense, c'est vrai, plutôt au patrimoine matériel, le patrimoine immobilier, je dirais. Hein, parce que vous avez évoqué l'église Saint-Raoul et notamment la chapelle Saint-Nicolas. Et lors de la commission de finances, on a travaillé effectivement sur les enveloppes financières. Donc, sur la projection du mandat jusqu'en 2032. La projection qui a été faite permettait de définir les enveloppes financières dont on pouvait éventuellement disposer sans recourir aux emprunts pour financer nos prochaines dépenses d'investissement. Donc, on n'a pas effectivement lancé encore pour l'instant la réflexion sur l'avenir de l'église Saint-Raoul et l'avenir de la chapelle Saint-Nicolas. Ça va être fait dans un deuxième temps, surtout que également, on a des réflexions à avoir. Vous y étiez hier soir, hein, avec la réorganisation des bâtiments au sein de la commune par rapport à l'occupation des services de l'OBC notamment. Donc il y aura une réflexion là aussi à mener. Et la meilleure chose à faire, c'est vraiment de prendre en compte l'ensemble et ne pas regarder opération par opération pour savoir si nos capacités financières vont nous permettre de faire l'ensemble des projets. C'est justement dans la logique d'usage du bâti possède la commune, c'est de savoir si l'église de Saint-Raoul, elle, demain, est rénovée. Est-ce qu'on pourrait envisager dans l'usage des bâtiments aujourd'hui inutilisés, et de savoir si on pourrait, après rénovation, désacraliser pour redonner ce bien à tout usage commun et municipal? Voilà, on n'a pas lancé encore une fois cette réflexion-là. Ça pourrait être une option, mais on n'a pas du tout engagé une discussion là-dessus. Une deuxième question, mais peut-être que la réponse peut être plus simple. Par rapport à la question, on n'a pas pensé qu'on allait d'abord au conseil municipal sur l'acquisition foncière de la parcelle qui est communée. On aura sûrement ça au prochain conseil municipal. Savoir s'il y avait la préemption envisagée sur les terrains qui étaient en amont de la France jusqu'au lotissement de l'habitat. Oui, le lotissement de l'habitat. Ah oui. Non. Alors déjà, je rappelle donc là, vous parlez de ce qu'on avait évoqué en commission d'ailleurs, ce qu'on appelle la coulée verte. Ouais, c'est ça. Et là, on avait dit effectivement qu'on était intéressé pour un foncier qui appartient à un privé. On allait éventuellement échanger avec lui, mais on en est à ce stade-là. Et alors, je rappelle quand même, parce que j'avais déjà dit à fois, on n'est pas dans des logiques de préemption. On est éventuellement des logiques d'acquisition, mais ce n'est pas des logiques de préemption. Oui, discussion, préemption, c'est encore une autre. Ça, c'est le premier point. Les autres parcelles que vous évoquez, je pense qu'il y en a 3. Voilà. Il y en a une qui est privée, qui appartient au même propriétaire, me semble-t-il, mais qui n'est pas forcément dans le projet qu'on a imaginé de la coulée verte. Et les 2 autres appartiennent déjà à la collectivité. D'accord. Mais je le redis, hein, la préemption, c'est une démarche très, très particulière. Là, on est plutôt dans la discussion et la discussion avec nos citoyens que dans la préemption. En France, on ne voit pas la chose de la même manière, c'est juste que. Non, mais c'est important les mots. Oui, préempter, c'est pas pareil que négocier. Oui, avoir une message sur la préemption en disant, demain, on flèche telle parcelle en disant, le jour où elle est vendue, on ne pose pas la question, on prend. Ah oui, s'il y avait une session. Ah oui, c'est une vente. Oui, pour l'instant, c'est pas le cas. Et de la façon dont vous avez tourné les choses, voilà. Je l'ai pas entendu comme ça. C'est toujours mieux de la oui. c'est que des fois, si ça arrive qu'il y a une succession, on n'a pas le temps de réagir. Si tout le monde sait qu'on a un plan de préemption, on peut même en avertir les propriétaires qu'on préempte et qu'on compte acheter si jamais demain il y a une vente. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il pourrait dire au vent et ça évitera. Mais là, du coup, on s'est compris. Là. Voilà, dans ce cadre-là. La logique était celle-ci. Pour nous, cette parcelle a un caractère prioritaire. Ah ouais, ça peut être intéressant. Ok. C'est un bon point. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, informations? Oui. Aujourd'hui, c'était la journée nationale de la résistance. Chaque année, depuis un certain temps, chaque année, le département organise à cette occasion
une cérémonie relativement importante qui se déroule depuis 3 ans au moins à côté du musée de la Résistance. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce matin, il y avait cette cérémonie. J'ai eu l'honneur de représenter monsieur le maire qui était empêché. Et j'ai surtout constaté quelque chose de magnifique. Parce que toute la cérémonie, vous savez ce que c'est une cérémonie militaire, comment ça se déroule en règle générale. Toute la cérémonie a été portée par des élèves des classes défense de différents groupes scolaires du département. Il y avait 5 groupes scolaires différents et on a eu 1h30 d'intervention de ces jeunes qui soit lisaient les textes, soit intervenaient pour présenter les résistants ou résistantes qui ont été mis à l'honneur, soit pour donner les textes qui sont reliés à ce monde de la résistance et en règle générale à ce monde de la défense. Ça m'a donné l'idée, et c'est pour ça que je voulais en parler, mais juste en parler aujourd'hui, de peut-être rattacher, on a la chance sur Guerre d'avoir au moins 2 classes de défense ouais, et une classe ici à Saint-Maurice, et une classe ici à Saint-Maurice. Donc peut-être essayer de rattacher sur une de nos grandes cérémonies quelques éléments, quelques enfants de ces classes de défense avec leurs professeurs. Ils étaient là ce matin avec leurs professeurs. Parce que j'ai trouvé ça fantastique. Voilà. Merci. On fait une annonce sur la déviation historique sur les travaux. Non, ça va. Peut-être dire que c'est bien traité au mois de juillet. Oui, c'est. Bravo, ouais. D'accord, on verra. Ok. Oui. Un petit remerciement en fait de l'accueil qui est fait à l'ICAP dans les commissions et dans la commune. C'est fort simple et agréable. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, un dernier mot, n'oubliez pas, la semaine prochaine, il y a pas mal d'événements aussi hein, sur la commune. Alors, je ne vais pas l'oublier, hein, mais il y a les 130 ans de la caserne Popier, très important. Il y a la journée qui va être organisée aussi vendredi à l'occasion, avec la venue de Marie-Amélie Le Fur, vendredi. Il y a des activités auprès des enfants. Il y a la braderie commerciale samedi. Ouais, voilà, ça fait beaucoup d'événements. Donc, essayez de venir faire un tour. Voilà. Et ce week-end, il y a déjà aussi des événements qui sont organisés avec un tournoi de basket qui aura lieu samedi. Vendredi soir. Vendredi. Ouais. Vendredi soir, Samedi, ouais, voilà. Avec et la marche gourmande qui a lieu demain soir. Voilà, entre autres. Et un dernier point, donc il va y avoir une réunion prévention et sécurité avec la gendarmerie le lundi 15 juin à 20h à la salle Lagarde. Ça fait suite un peu aux différentes dégradations qui ont été constatées sur la ville de Guerre. Enfin, voilà. Donc il y aura cette réunion, elle est ouverte à tout le monde. Donc c'est pour rappeler un petit peu déjà l'organisation de la COB. Quand on est témoin et surtout victime de dégradation, voilà. Donc, la chose qu'il faut faire, c'est porter plainte parce qu'on voit bien que sur les réseaux sociaux, ça s'agite un petit peu. Hein, donc, l'idée, c'est d'apaiser et puis d'échanger, quoi, et puis de rappeler qu'il y a des dispositifs qui existent. Hein, comme Jean-Yves, donc, participation citoyenne. Oui, donc, de toute façon, citoyenne anciennement voisin vigilant. Donc, on appelle à tout le monde à venir à une réunion d'information à la salle de fête le 18 juin. Le 15 juin. Mais oui, le 15 juin, ouais, c'est le 15 juin, c'est ce que je veux. Oui, voilà. Rappelez les différents dispositifs. Quoi. Pardon voilà. La date, elle a changé. Oui, elle a changé. Par rapport à la disponibilité de la salle des fêtes. Ouais. C'est lié à ça. Le lundi 15 juin. Comment Oui. C'est pour ça. C'est vrai que les jours derniers, il y a eu
dégradation, il y a eu des petites choses de fait à la cantine, mais les gendarmes ont été très efficaces. Surtout, c'est déjà les personnes qui étaient à l'origine de ces dégradations et de ces faits ont été arrêtées, passeront en jugement en fin d'année. Donc c'est fait, donc l'incident est clos. Et on a récupéré au niveau de la cantine, tout a été pratiquement récupéré. Ça a été très rapide. Oui, monsieur. C'était le jeudi 18. Oui, non, mais il y a eu un changement. Il y a eu un changement parce qu'en fait, la salle Lagarde, qui normalement devait être disponible, ne l'est plus à cause du théâtre. Donc c'est le lundi 15 juin. Voilà. 20h. 20h. Oui. La salle Monsieur Le Bruy. Oui. Oui, les jeunes qui ont été arrêtés, c'est des jeunes de guerre. Oui, ce sont des jeunes de guerre. A priori, c'est 4 jeunes de guerre. Est-ce que les travaux d'intérêt généraux, ça existe toujours? Les fameux tiges. Ça, c'est une histoire après. Sans leur donner les 15 €, bien évidemment. Ça pourrait être une solution. Ça se fait, mais c'est le tribunal qui décide. Ouais, c'est ça. Ça fait peut-être pas pour les mineurs, s'ils sont mineurs aussi. Ouais. Moi, j'en ai eu un qui voulait faire. C'est la justice qui va décider. Hein. Ça se fait. On en a accueilli un en 2024 à la ville de Guerre. Ouais, voilà. Qui a été donc affecté sur certaines missions auprès des agents municipaux. C'est un résident de Guerre. Et il habitait sur Guerre. Comment ça s'est passé? C'était un mineur et vous avez convoqué le corps. Ah non, on a été convoqué directement, enfin on a été invité, enfin sollicité par le service pénitentiaire qui suit le SPIC, service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui nous a contacté, qui nous a demandé si on était prêt à accueillir un jeune de guerre qui avait donc un service de ce type à rendre pour la collectivité. On a accepté, enfin on a d'abord regardé si on avait des missions à lui confier, c'était favorable, les élus étaient d'accord évidemment, sinon on ne l'aurait pas fait, et puis on l'a accueilli dans les services et il a été jusqu'au bout de sa mission. Voilà. Donc c'est pas très vieux, c'était en 2024. Et là, dans le cas du restaurant scolaire, on n'est pas sur un simple fait d'incivilité. Hein. C'est carrément un cambriolage, tout ça. C'est bien plus grave. Voilà. Okay. Ces jours après, aussi, ça peut Ouais. Et après, c'est des personnes sous main de justice, c'est pas à nous. Oui, on va pas jouer là-dessus. Voilà. Ok. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci beaucoup. Et rendez-vous le vendredi 3 juillet.